Bonsoir à tous. Avant de répondre à la question qui est posée par ce meeting, celle du que faire, je voulais d'abord revenir sur ce qui, dans la période, a été l'un des principaux discours, sinon le principal, mobilisé par le bloc bourgeois contre la gauche de rupture, l'accusation d'antisémitisme. Car si de la Macronie au Rassemblement national, nos ennemis ont choisi cet axe pour nous attaquer, alors il est urgent pour nous d'en saisir la portée et les effets dangereux dans la période. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que l'accusation d'antisémitisme est instrumentalisée à des fins politiques. Et la France insoumise n'est pas le premier groupe politique à en être la cible. Pour mémoire, en France, le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien et les luttes de l'immigration et de l'antiracisme politique ont déjà une longue expérience de ces discours infamants. Si ces campagnes diffamatoires ont pu s'abattre avec autant d'ampleur aujourd'hui sur la France insoumise, c'est d'abord parce que cela fait plus de 20 ans que la lutte contre l'antisémitisme, adossée à la théorie réactionnaire du nouvel antisémitisme, est détournée par le pouvoir contre les classes dangereuses pour criminaliser toute contestation et réaffirmer son autorité et sa légitimité. L'accusation d'antisémitisme est grave, certes, mais il ne faut pas être dupe de cette opération. Pas un jour ne s'est écoulé sans que, sur chaque chaîne de télévision, sur chaque station de radio, il ne se trouve un perroquet du pouvoir pour s'époumoner. La France insoumise est antisémite, Jean-Luc Mélenchon est antisémite, Judith Butler est antisémite, les étudiants de sciences politiques sont antisémites, la Cour internationale de justice est antisémite. L'accusation a servi à criminaliser la vague de politisation immense qu'a suscité la solidarité avec le peuple palestinien face au génocide de Gaza, car ce mouvement exemplaire, populaire, ferme sur ses valeurs et ses exigences politiques est d'abord celui du secteur le plus exploité et le plus relégué des classes populaires, à savoir le prolétariat non blanc. Désarmer politiquement cette France d'en dessous, la France d'en bas, désamorcer son potentiel révolutionnaire en empêchant toute alliance avec le reste du mouvement ouvrier, c'est tout l'enjeu de cette instrumentalisation. Et si la France insoumise a autant concentré sur elle ces accusations, c'est parce qu'elle paye le prix de sa ligne antiraciste et anti-islamophobie. Elle paye le prix d'avoir su s'imposer comme une menace électorale sérieuse avec un programme de rupture clair avec les intérêts des classes dirigeantes. Et bien sûr, elle paye aussi le prix d'avoir su tenir avec une détermination qui force le respect. Dans un contexte irrespirable, une ligne de soutien au peuple palestinien contre le colonialisme et contre le génocide de l'État israélien à Gaza. Le détournement de la lutte contre l'antisémitisme s'inscrit donc dans un tournant autoritaire de l'État opéré par un bloc bourgeois en crise d'hégémonie. Il valide une lecture civilisationnelle et réactionnaire du réel, fondée sur l'opposition entre un monde occidental, civilisé et démocratique, et un monde arabo-musulman, barbare et arriéré, auquel la gauche révolutionnaire, bien sûr, est associée, comme elle l'était jadis associée aux Juifs. Dans ce discours, les Juifs sont alors collectivement projetés du côté du pouvoir qui les utilise comme ligne de clivage social et politique. Nous sommes arrachés à notre histoire et nous sommes essentialisés comme symbole de l'innocence occidentale et comme cache-misère d'un système en crise. La lutte contre l'antisémitisme devient alors un outil de criminalisation des classes populaires, légitimant l'affaissement des libertés et des droits démocratiques. S'installe alors un climat permettant la multiplication des convocations policières, la multiplication des menaces de dissolution, les interdictions d'événements publics et de conférences et des campagnes de diffamation dont il restera toujours quelque chose. Et vous comprenez alors le lien avec l'extrême droitisation de la société et du champ politique au diapason du monde. Car ce que nous dit ce détournement, c'est rien d'autre que l'ennemi, c'est le musulman. Et honte à la Macronie qui, en novembre 2023, alors que les Palestiniens mouraient par milliers sous les bombes israéliennes, alors que devant l'augmentation des actes d'antisémitisme, les Juifs étaient plongés dans l'angoisse, ont déroulé un tapis rouge au Rassemblement national et à Reconquête, soi-disant au nom de la lutte contre l'antisémitisme, sur la base d'un appel reprenant tous les tropes islamophobes. Ils ont offert le vernis de respectabilité ultime auquel pouvait
pouvaient prétendre ces héritiers de collabos et de nazis, et ils s'en sont servis pour stigmatiser et disqualifier la France insoumise. Honte à eux, honte à eux. Chacun aura compris l'importance de comprendre jusqu'au bout la portée et les effets de l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme dans une société racialisée et inégalitaire. Loin de faire reculer l'antisémitisme, elle joue le pourrissement des relations intercommunautaires, elle ancre encore plus le racisme dans les rapports sociaux et entrave le déploiement d'une lutte contre l'antisémitisme en particulier et d'une lutte contre le racisme en général qui soit à la hauteur des enjeux et des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. On a trop entendu à gauche des gens opposer la lutte contre l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'antisémitisme. Ces deux combats, camarades, ces deux combats ne font qu'un, la première étant le prérequis opérationnel de la seconde. Excusez-moi, je me perds un peu dans, dans mes notes. Merci. Merci beaucoup. Et je terminerai justement sur ce point-là, en partageant avec vous combien la part juive de mon être est meurtrie et inquiète quant à ces manœuvres qui, au bout du bout, finalement, nous rendent encore plus vulnérables, encore plus désarmés et cherchent à nous isoler pour mieux nous sacrifier au nom de la raison d'État. Et parce que cette situation est justement proprement intenable, la question du que faire est une question vitale pour nous comme pour beaucoup d'autres groupes sociaux et catégories de la population. Alors hier, je lisais notre camarade Raphaël Kempf, candidat pour le nouveau Front populaire dans la première circonscription de Paris, dire: traditionnellement, quand le Front populaire remporte l'élection, s'ensuit une grève générale pour faire appliquer le programme. Effectivement, il a raison. Un grand mouvement social massif est à l'ordre du jour, mais visiblement, ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant, dans les coordonnées qui sont les nôtres aujourd'hui, la gauche de rupture, seule force politique capable de faire dérailler le projet funeste du bloc bourgeois et de l'extrême droite, ne pourra pas le faire sans l'appui d'une puissante mobilisation populaire. Pour une raison finalement qui est simple, c'est que quand on n'a pas de majorité absolue, quand on n'a pas l'appareil d'État, quand on n'a pas le capital, quand on n'a pas de médias de masse aux ordres, alors il ne reste que la force et la volonté des millions d'hommes et de femmes dont on porte les intérêts et les aspirations. C'est ça le principal levier dont nous disposons aujourd'hui pour renverser le rapport de force, et c'est ce qui fait que notre projet sera toujours le projet le plus émancipateur et le plus démocratique qui soit. Si ce n'est pas pour tout de suite, il faut néanmoins s'y préparer en travaillant sur deux axes. 1. Développer l'implantation des cadres et des espaces d'organisation liés à la gauche de rupture. Et 2. Étendre l'auto-organisation des luttes et la politisation. Entre l'impératif de consolider la principale organisation qui aujourd'hui traduit dans un programme politique les aspirations populaires et de l'autre côté la nécessité de préserver l'autonomie des luttes, nous cheminons sur une ligne de crête. En l'absence d'un mouvement social suffisamment ample pour court-circuiter les agendas, il est nécessaire de se projeter quand même dans les deux prochaines échéances électorales, 2026 les municipales et 2027, qui seront tout autant, sinon même plus déterminantes au regard du rapport de force et de la fascisation du pays que les dernières élections. La question de l'implantation et de la consolidation de la gauche de rupture et notamment de la France insoumise est donc centrale et peut d'ailleurs se traduire par le fait de rejoindre les groupes d'action de la France insoumise ou de co-construire avec eux des cadres d'intervention communs. L'expérience chilienne montre cependant que sans l'appui du peuple en mouvement, du peuple en lutte, aucune gauche ne peut tenir durablement le rapport de force et appliquer son programme jusqu'au bout. Donc l'implantation de cette dernière est donc une condition nécessaire mais non suffisante, qu'il faudra compléter par un puissant travail d'organisation, d'auto-organisation populaire et autonome. Et il nous faudra enfin, et ce sera mon dernier point, nous atteler à ce qui nous a fait cruellement défaut dans la période, à savoir la construction d'un large mouvement de solidarité internationale, anti-guerre et anticolonialiste, qui soit fidèle à la tradition du mouvement ouvrier et du mouvement révolutionnaire. Et il faudra aussi qu'on s'attelle à la tâche du rassemblement des forces de la gauche de rupture à l'échelle internationale, mais je laisserai à d'autres camarades le soin de développer ces points, et je vous remercie de m'avoir écouté.